c'est l'heure, on va commencer. Bienvenue pour ce deuxième cours, le deuxième cours de cette année de la chaire neurobiologie et immunité. Et cette année, donc, on s'intéresse au rôle de l'activité neuronale précoce dans le développement des circuits corticaux. Alors, ce deuxième cours s'inscrit donc dans une série de 4 cours et il y a un symposium aussi le 29 avril et on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à ce que fait l'activité neuronale précoce dans la construction et la plasticité de ce qu'on appelle les cartes sensorielles et particulièrement les cartes sensorielles dans le cortex cérébral. Et puis on verra dans les cours 3 et 4, on plongera un petit peu plus dans les circuits. Là, on va rester à une échelle assez mésoscopique, assez large, l'organisation, la structuration des régions corticales. On plongera dans les circuits dans les cours 3 et 4 avant d'avoir le symposium le 29 avril, vraiment avec des spécialistes de cette activité très précoce qui nous parleront de différents aspects. Bonjour, pas de souci, installez-vous. Pardon? Non, ben oui, alors, il y a peut-être d'autres places. Oui. Donc, bienvenue quand même. Voilà, et j'en profite pour attirer votre attention parce que c'est un événement qui se passe dans 2 jours pour vous parler de conférences grand public dans le cadre des Jeux Olympiques. Jeudi, il y a une conférence grand public organisée par le Collège de France, donc il y a différentes thématiques et ce jeudi, ça sera sur, je crois, la renommée des sportifs. Donc voilà, donc on s'éloigne un petit peu, carte sensorielle quand même, sensorimotricité. Voilà, j'en profite pour vous évoquer cette réunion, cet événement qui est également dans le cadre donc, des cours du Collège de France et des lectures du Collège de France. Ok. Alors, résumé un petit peu de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a vu? Résumé très rapide. Donc, s'intéresser à ce que fait l'activité précoce dans le développement des circuits s'inscrit vraiment dans le cadre de comment est-ce qu'on passe d'une structure, d'une monocouche de cellules à une structure aussi organisée que le cortex cérébral ici chez l'homme, formé de différentes aires, on y reviendra. Et c'est vraiment la question de ce que fait l'activité des neurones, c'est-à-dire la transmission électrique, l'activité électrique des différents neurones à l'échelle d'une cellule, de circuits ou de régions. Et on a vu la semaine dernière que finalement, étudier ou réfléchir à ce que fait l'activité, c'est quelque part se mettre dans un débat ou dans une controverse qui n'a plus lieu d'être, mais un petit peu un cadre conceptuel préétabli, qui est celui de l'inné et de l'acquis, puisque on va dire qu'on perçoit ou on envisage souvent le développement prénatal du cerveau comme un programme d'auto-organisation qui va permettre de faire une structure précablée et que l'activité, ensuite, qui est vraiment associée à une expérience, l'activité évoquée parce que l'individu rencontre dans son environnement, va permettre une adaptation à cet environnement avec une phase particulière qu'on appelle les périodes critiques. On va pouvoir induire une plasticité beaucoup plus massive pendant ces phases et ensuite de l'apprentissage. Et donc, de manière générale, on a vu que l'activité et pourquoi, comment au fil des années, on a inscrit le rôle de l'activité neuronale dans cette espèce de dichotomie et associé plus spécifiquement à ces phases, on va dire, postnatales de confrontation à l'environnement et de remodelage. On a vu aussi que finalement l'activité commençait très tôt, pendant la vie prénatale, qu'il y avait des activités spontanées, autogénérées, et j'y reviendrai, et que donc finalement c'est très important de comprendre ce que fait l'activité tout au long de ces étapes précoces. Donc, activité spontanée autogénérée, on s'est beaucoup intéressé aux voies sensorielles ascendantes, et on y reviendra aujourd'hui puisqu'on va parler des cartes sensorielles,
Et on a parlé de la voie visuelle, où on a donc la rétine, avec des neurones qui envoient des axones sur une première structure du cerveau qui s'appelle le thalamus, et sur un noyau particulier, et ensuite au niveau du cortex cérébral. On a vu aussi que la voie visuelle est organisée de manière particulière, avec initialement une ségrégation des entrées venant d'un œil et de l'autre, ce qu'on appelle ipsilatéral ou contralatéral. Donc ces deux voies sont ségrégées au niveau du thalamus, continuent à être ségrégées au niveau du cortex, et on a des neurones ici, dans cette première couche du cortex, qui vont répondre soit à un œil, soit à un autre, ce qui va faire ce qu'on appelle des dominances oculaires, colonnes de dominance oculaire qu'on a vues la semaine dernière, avec une plasticité caractéristique. Donc une organisation, on va dire, stéréotypée de la voie visuelle, et qu'on retrouve dans différentes voies sensorielles et motrices, auditives, avec la cochlée, avec plusieurs relais ici, ou les informations sensorielles. Alors je dis somatosensorielle, c'est un anglicisme, c'est la voie somesthésique, mais je n'y arrive pas, donc j'utiliserai cet anglicisme tout au long du cours, avec différents relais qui passent également par cette structure, le thalamus. Différents noyaux du thalamus vont relayer des informations différentes pour aller sur des aires corticales différentes. Et on a vu la semaine dernière que notamment des mouvements autogénérés assez tôt, qui commencent pendant la gestation, pendant la grossesse et qui sont maintenus, sont capables de véhiculer une activité spontanée. Il y a en fait de l'activité spontanée dans pratiquement tous les organes périphériques. On a des vagues rétiniennes, on y reviendra, mais aussi une information spontanée, une activité spontanée dans la cochlée avant l'audition active, ici avant la vision, donc des vagues d'activité spontanée générées par les circuits en développement. On a vu qu'on avait également de l'activité spontanée au niveau du thalamus, avec des vagues d'activité dans le thalamus qui se propagent d'un noyau à un autre. Ici, on a différents aspects très précoces de cette activité spontanée, aussi bien au niveau de la rétine, dans le système sensorimoteur que dans l'audition. Et enfin, on a également, qui se surimprime sur toutes ces activités spontanées, une activité spontanée dans le cortex, qui au départ est indépendante de ces entrées, mais est aussi largement influencée et générée ou relayée par ces voies ascendantes. Donc en fait, alors qu'on avait l'idée que voilà, le cerveau se développait, et puis l'activité générée par la confrontation de l'individu avec le monde extérieur permettait de produire une activité évoquée. Les yeux sont ouverts, on perçoit un stimulus visuel et il y a une réponse adaptée, et que ça allait déclencher des périodes critiques, une plasticité associée donc à cette confrontation, et ensuite un apprentissage. Alors tout ça, bien sûr, est vrai, mais on a aussi une activité spontanée, périphérique et centrale. Donc périphérique dans la rétine, dans la cochlée, dans les récepteurs périphériques du corps, mais aussi par exemple dans le thalamus ou dans le cortex, qu'on va avoir des phases de plasticité ou d'adaptation précoce, qu'on peut appeler précritique, et que finalement, en arrivant dans des circuits corticaux qui eux-mêmes, et ça on le verra dans le cours 3 et 4, sont en phase de construction, qui ont différents types de neurones, différents types de connexions, qui intègrent différents types de neurones, qui maturent progressivement, on va en fait avoir des séquences développementales qui sont caractérisées par des patrons d'activité spontanée spécifiques à différentes phases de développement. Et ces séquences développementales, qui ont des signatures spécifiques, sont en même temps des acteurs du développement du cerveau, mais sont aussi finalement des signatures de l'état de maturation et de développement des différents circuits. Alors aujourd'hui, vraiment, ce qu'on va regarder, c'est quel est le rôle, quelle est la contribution de ces phases d'activité très précoces sur la construction des cartes sensorielles, des représentations des voies sensorielles. On va s'intéresser un tout petit peu aux signatures et donc à ces séquences développementales, mais c'est des aspects sur lesquels on reviendra beaucoup plus dans les cours 3 et 4. Alors aujourd'hui, on va avoir un cours un petit peu
découpées en différents sous-chapitres. On va d'abord regarder ce que c'est que les cartes corticales et les voies sensorielles, comment elles s'organisent, quelle est leur structure, leur organisation globale et aussi des aspects de leur plasticité. On reviendra sur les leçons qu'on peut tirer de l'étude de la voie binoculaire, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, mais qui a vraiment été un modèle d'étude historique et qui a complètement forgé la manière dont on a étudié l'activité spontanée précoce, mais aussi évoquée un petit peu plus tard. On s'intéressera à la cinétique de formation, comment les aires se forment et le dialogue avec une structure qui interagit directement avec le cortex, qui est le thalamus, dont je vous ai parlé. Et puis, on reviendra sur un rôle de l'activité spontanée précoce dans une autre aire que l'aire visuelle, qui est l'aire somatosensorielle primaire ou l'aire somesthésique, donc un autre modèle. Et puis, enfin, on viendra sur une question des arguments qui mettent en évidence un rôle très précoce de l'activité spontanée et beaucoup plus large finalement qu'au sein d'une voie sensorielle particulière. Ok, donc on va commencer par les cartes corticales, les voies sensorielles et qu'est-ce qu'on peut dire de ces cartes. Alors, les cartes corticales, comme on l'a vu au premier cours, il y avait une présentation un peu historique de ces structures. Les cartes corticales ont été bien définies au départ sur un plan anatomique. Comment est-ce que les différentes couches du cortex sont organisées dans différentes régions, notamment par Brodmann, mais aussi par différents anatomistes. Et finalement, on se retrouve avec une organisation, une cartographie fonctionnelle qui est assez proche de cette organisation, on va dire, initialement décrite sur une base anatomique. Et le cortex est vraiment, ici chez l'homme, composé d'une mosaïque d'aires fonctionnelles, les unes par rapport aux autres, qui vont être dédiées à des fonctions très différentes. C'est pour ça que quand on a une lésion dans une aire, on peut avoir une fonction qui est affectée, alors que le reste des fonctions ne l'est pas. Alors, on va plus particulièrement préciser ce que c'est. Bonjour, bienvenue. Ce que c'est que, on va plus particulièrement aujourd'hui parler excusez-moi, de ce qu'on appelle des aires primaires. Et donc, je vais un petit peu vous expliquer ce que c'est que ces aires primaires. Alors, vous voyez, ces aires primaires qui sont ici soulignées, colorées, c'est une toute petite partie du cerveau chez l'homme. On a une aire primaire ici motrice, somatosensorielle, auditive, visuelle. Et qu'est-ce que c'est que la définition des aires primaires? Ce sont des aires qui sont associées à une seule modalité, donc modalité vision, audition, toucher, etc. Et la définition de ces aires, c'est que quand on les stimule, on a l'impression de mimer un stimulus sensoriel. Si par exemple une petite électrode vient dans la région représentant la main dans le cortex somatosensoriel, vous aurez vraiment l'impression que votre main est touchée. Elle reçoit directement des informations de cette structure relais, le thalamus. Et si cette aire est détruite, la modalité associée est perdue. Si vous avez une lésion dans V1, vous devenez donc aveugle. Donc c'est ça la définition d'une aire primaire. Il y a plein d'autres aires qui, entre guillemets, sont impliquées dans le traitement de la vision et qui ne répondent qu'à une activité visuelle, mais ce sont ce qu'on appelle des aires d'ordre plus élevé, V2, V3, V4, etc. Et on a d'autres aires qui sont multimodales, qui répondent à plusieurs modalités, des aires associatives, etc. etc. Et là, c'est des aires qui sont très particulières et qui reçoivent, comme je l'ai montré précédemment, des informations ségrégées de noyaux bien spécifiques du thalamus qui vont relayer des informations bien spécifiques associées à ces modalités particulières. Alors quand on regarde chez d'autres animaux, comme par exemple chez la souris ou chez le rat, chez le rongeur, qui sont des modèles d'études vraiment pour ces différentes aires corticales, on voit que là, les aires primaires constituent une partie beaucoup plus importante du cortex cérébral des animaux, ici S1, M1, V1, A1 qui est en blanc, mais on retrouve vraiment une grande portion du cortex dédiée vraiment au traitement de cette information
sensorielle spécifique. Donc on a le cortex qui est parcelé, on va dire, en différentes aires associées à différentes fonctions, avec les aires primaires qui ont une fonction particulière. Une autre organisation particulière associée à ces, on va dire, à ces cartes sensorielles, à ces cartes corticales et à ces cartes sensorielles, c'est ce qu'on appelle les représentations du corps au sein des cartes sensorielles qui ont bien été définies initialement par Penfield. Et par exemple, dans le cortex somatosensoriel primaire de l'homme, on retrouve une cartographie de tout le corps. C'est ce qu'il a appelé l'homunculus sensitif, où on a ce qu'on appelle une organisation somatotopique. C'est-à-dire, ici, si on stimule cette région, on aura l'impression que les orteils sont touchés, et puis ici le pied, et puis ici le mollet, etc., etc. Donc on a une carte du corps, mais deux neurones qui sont situés côte à côte vont effectivement répondre à un stimulus d'une région corporelle située côte à côte. Donc on a ce qu'on appelle une organisation topographique, où on a une représentation de la carte, deux neurones, deux champs sensoriels l'un à côté de l'autre vont avoir une représentation dans l'aire corticale primaire située côté. Donc une somatotopie, et on retrouve dans d'autres régions sensorielles, je ne vais pas toutes les faire, mais dans d'autres régions sensorielles primaires, une organisation du champ sensoriel associé. Donc je vous ai parlé des colonnes de dominance oculaire, ici des neurones qui répondent à un œil ou à un autre œil, et ici c'est un exemple de ce que c'est que les colonnes de dominance oculaire dans le cortex humain. Donc vous voyez, si on injecte un traceur dans un œil et pas dans l'autre, on a une organisation vraiment intermélangée avec des neurones qui répondent à un œil et des neurones qui répondent exclusivement à l'autre. Mais ce qu'on a aussi dans ce cortex visuel primaire, c'est cette fois-ci une rétinotopie, c'est-à-dire la représentation dans cette région du cortex visuel primaire de tout le champ associé à la rétine. Et on a ici la périphérie, ici la fovea, donc le centre de la rétine. Et ce que vous pouvez voir ici par rapport à la carte, la moitié de la carte de la rétine, c'est qu'on a une représentation, comme on l'a vu dans l'homunculus sensitif, un petit peu déformée, avec une représentation proportionnellement beaucoup plus grande du champ central de vision et une représentation proportionnellement beaucoup plus petite des champs périphériques. On a une surreprésentation de la région centrale de la rétine, mais deux neurones dans cette région, côte à côte, vont se retrouver, vont stimuler ou vont diriger des réponses de neurones situés côte à côte dans le cortex cérébral visuel. Donc on a des cartes, des représentations du corps dans les aires corticales qui sont remontées quelque part depuis la périphérie au travers de différents relais jusqu'à ces aires primaires. Alors pour revenir dans le cadre du cortex somatosensoriel, une carte qui a été extrêmement étudiée et dont on va reparler pas mal, c'est une carte qui est très importante pour les rongeurs, l'animal de rongeur, la souris ou le rat, c'est la carte des vibrisses, c'est-à-dire des grandes moustaches situées sur le museau de l'animal. Donc ici vous avez ces vibrisses, et en fait l'animal en permanence génère chez l'adulte un mouvement actif où il scanne l'environnement avec donc ces moustaches, ces vibrisses. Et à chaque fois qu'il va rencontrer, donc les vibrisses vont rencontrer un objet et qu'elles vont être, on va dire, déviées de leur trajectoire induite par le mouvement des vibrisses, ça va permettre à l'animal d'interpréter son environnement et son environnement tactile. Avec ces vibrisses, un rat ou une souris peut vraiment faire une différence entre des textures très fines, par exemple, entre des objets différents, etc., etc. Et donc cette carte qui est utilisée vraiment beaucoup par l'animal pour reconnaître son environnement et a une représentation assez spectaculaire dans le cortex
ici de la souris. Donc là, on a l'aire visuelle V1. Et on voit qu'en fait, ces espèces de petites organisations qu'on appelle en anglais des barrels ou des tonneaux en français, donc je vais utiliser l'un ou l'autre, parce que j'ai du mal avec les tonneaux, mais on va retrouver une organisation. Et donc ici, en fait, c'est les rangées de vibrisses que l'on retrouve sur le museau de l'animal. C'est-à-dire que si on stimule une vibrisse, on va avoir les neurones de ce tonneau qui vont être actifs dans le cortex cérébral. Donc on a vraiment des cartes de nos champs, des champs sensoriels qui nous entourent. Alors juste quelque chose qui est important sur lequel on va revenir, c'est ces organisations, cette représentation, elle est liée à une organisation d'axones et de neurones dans les couches du cortex qui sont tout à fait particulières. Donc on a ici les axones thalamiques. Donc si vous vous rappelez là par exemple la rétine, le thalamus, le cortex, on a plusieurs relais pour les récepteurs sensoriels, le thalamus, le cortex, etc., etc. Donc les axones thalamiques qui véhiculent l'information sensorielle associée vont créer des espèces vont se compacter pour former des terminaisons, des paquets d'axones. On va avoir des neurones qui vont être réorganisés tout autour de ces paquets de neurones, d'axones. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des tonneaux. On a les cellules qui forment, on va dire, le tonneau en lui-même, qui est vide, et à l'intérieur, les axones qui relaient l'information émanant d'une vibrisse qui vont se retrouver à cet endroit-là. Donc une organisation même structurale du cortex qui est associée à cette organisation fonctionnelle, et donc on peut voir, détecter structurellement ces représentations physiques dans certains cas. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la rétinotopie, il faut vraiment faire des traçages pour regarder ce qui se passe, ou ce n'est pas le cas non plus des colonnes de dominance oculaire, où il faut injecter un des deux yeux pour regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de cette région. Donc alors comment est-ce que finalement ces informations, ces cartes sont relayées jusqu'au cortex? Alors justement, c'est des choses qui ont été bien étudiées dans le cadre des champs de tonneaux ou des cartes des barrels, où on a donc ici les différentes vibrisses sur le museau de l'animal, et on a un premier relais ici au niveau d'un ganglion sensoriel qui va relayer l'information sur un premier noyau dans le tronc cérébral, et les neurones dans ce tronc cérébral vont ensuite relayer l'information sur le thalamus, encore une fois, et sur le cortex. Et à chacun de ces relais, les axones en fait vont rester alignés de proche en proche, et on va avoir le transfert de la carte à chacun de ces relais axonaux. Alors ce qui est important de constater aussi, c'est que chez l'adulte, je vous ai dit, on a une organisation particulière avec des axones, des neurones autour, etc. On retrouve cette organisation vraiment ségrégée, structurelle, à chacun des relais. Donc, dans le cortex, on appelle ça des barrels. Au niveau du thalamus, on va appeler ça des barréloïdes. Au niveau du tronc cérébral, des barrelettes. Je pense que c'est des tonneaux, voilà. Hein? Des tonnelets, mais des tonnelets et des tonnéloïdes. Voilà. C'est les limites de toute cette littérature en anglais. On oublie. Et donc, ce qui est aussi intéressant de constater, c'est sur un plan développemental, comment ces cartes sont relayées. Et là, en fait, ce qu'on peut voir, et ce qu'on verra par la suite aussi, c'est qu'en fait, les différents tronçons de cette voie vont se connecter, mais pas forcément de manière séquentielle. C'est-à-dire qu'on a les premiers neurones ici qui contactent donc le museau, qui vont également contacter le noyau dans le tronc cérébral. C'est effectivement quelque chose qui se fait tôt, mais par exemple, les noyaux du tronc cérébral et les noyaux du thalamus vers le cortex, les axones vont pousser à peu près en même temps. Donc chacun des tronçons se fait de manière un petit peu indépendante, et puis à un moment donné, la voie, entre guillemets, est assemblée. Et à ce moment-là, on va commencer à avoir transfert, entre guillemets, ou organisation de la carte, et là, on a quelque chose de séquentiel. On va retrouver, premièrement,
une ségrégation des neurones autour des axones qui va commencer au niveau du tronc cérébral, puis quelques jours après qu'on va pouvoir morphologiquement détecter dans le thalamus, puis morphologiquement détecter dans le cortex, encore quelques jours après. Donc des cartes, des aires qui se forment, et puis à l'intérieur de ces aires, notamment dans les aires, on va dire, sensorielles primaires, mais on les retrouve aussi dans d'autres aires qui ne sont pas nécessairement primaires, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, des cartes qui sont transférées ou qui sont véhiculées, qui sont relayées depuis la périphérie. Alors je vous ai parlé de l'homme, je vous ai parlé de la souris, du rongeur, souris et rat. Qu'est-ce qu'on sait des différentes espèces et qu'est-ce que ça peut laisser penser de la manière dont ces cartes se forment? Donc, quand on regarde différentes espèces, quelque chose qui est assez flagrant, c'est qu'on va retrouver de manière assez conservée un positionnement relatif de ces aires primaires qui est le même, c'est-à-dire dans la partie occipitale ou caudale, toujours les aires visuelles, les aires somatosensorielles ou somesthésiques qui vont se retrouver un petit peu au milieu ou devant, et au niveau temporal, tout ce qui va être auditif. On a néanmoins une surreprésentation de la taille des différentes aires primaires qui va refléter, on va dire, une utilisation spécifique d'un sens chez un animal ou un autre. Donc, je vous ai dit, chez la souris, on a un énorme cortex somatosensoriel avec la carte des tonneaux. Chez la chauve-souris, on a un énorme cortex auditif. Chez l'opossum, chez le petit opossum, qui est un marsupial dont je reparlerai, qui est un animal éminemment visuel, on a un cortex visuel très étendu. Et puis au niveau des cartes sensorielles, on va retrouver finalement des représentations d'appendices ou d'organes parfois très spécifiques de différentes espèces. Et donc on a bien cartographié par exemple le champ des récepteurs électriques dans le bec de l'ornithorynque, qui occupe une grande partie du cortex somatosensoriel de l'ornithorynque et qui est extrêmement important sur un plan physiologique pour le comportement de l'animal. Et ici, chez la taupe à nez étoilé, ici, qui a un appendice très particulier qui lui permet, qui est aussi important dans la vie, on va dire la physiologie de l'animal, on retrouve là encore une carte physique de cet appendice dans le cortex somatosensoriel. Alors, on retrouve vraiment dans différentes régions, on va dire, des cartes qui représentent différents appendices. On a une surreprésentation de certaines aires et donc on a une stéréotypie de ces cartes dans les différentes espèces, des représentations, mais on a aussi finalement, on va dire, la possibilité d'une plasticité. Et cette plasticité, on en a parlé, bienvenue, ne vous inquiétez pas, installez-vous. Donc cette plasticité, on en a parlé par exemple dans la voie visuelle binoculaire, où on a ici la rétine et le thalamus. Donc je vous ai montré les colonnes de dominance oculaire, par exemple chez l'homme, dans cette région du cortex, où on a donc des neurones qui répondent soit à un œil, soit à l'autre. Et on a vu que quand dans une phase très particulière du développement, qu'on a appelée période critique, c'est les expériences fondatrices de Hybel et Wiesel, on a capacité où on peut, entre guillemets, limiter ou priver la stimulation visuelle d'un œil, on a une extension relative de l'œil qui n'est pas déprivé aux dépens de l'œil qui est, entre guillemets, limité. Et ça va induire une plasticité structurelle des colonnes de dominance oculaire jusque chez l'adulte, ce qui montre que ces représentations, on va dire, même anatomiques, morphologiques, en fonction de l'activité, en fonction de la stimulation électrique des différentes régions, va pouvoir induire une plasticité dans ces structures. Alors ça a été extrêmement bien montré aussi dans le contexte des vibrisses, de la carte des vibrisses des Barrel, avec des expériences absolument pionnières, un petit peu après celles de Hybel et Wiesel dans le contexte des
colonne de dominance oculaire, où, par exemple, ils ont greffé chez le nouveau-né rat une rangée supplémentaire de vibrisses sur le museau de l'animal. Cette rangée supplémentaire de vibrisses a été capable d'être innervée par les ganglions périphériques et assez vite, on voit apparaître dans le cortex une rangée surnuméraire dans la carte des champs de tonneaux représentant ces vibrisses au niveau du cortex. Et on la voit d'ailleurs à chaque relais sensoriel. Ce qui montre que, d'une part, ces cartes, ces représentations sensorielles, on va dire, de la périphérie des organes sont stéréotypées. Stéréotypées dans chaque espèce, on va dire, pour chaque individu d'une espèce, mais qu'elles sont néanmoins extrêmement plastiques et que cette plasticité va pouvoir être, on va dire, manipulée ou pouvoir, on va dire, modifier la représentation d'une manière, on va dire, temporellement contrôlée. Alors on l'a vu pour les cartes de dominance oculaire, c'est pendant une période particulière, si on fait ce qu'on appelle une expérience de privation sensorielle d'un œil, on va modifier la carte jusqu'à chez l'adulte, même si cette privation sensorielle n'est faite que pendant une toute petite fenêtre temporelle. Dans le cadre ici des vibrisses, en fait, on a une fenêtre temporelle de quelques jours après la naissance où on peut modifier l'organisation de ces champs de tonneaux et avoir un effet structurel massif. Plus tard, tout au long de la vie, on peut quand même modifier, on a une plasticité des cartes sensorielles. Si par exemple, on joue beaucoup de la guitare, on va avoir des modifications de représentation de la taille des différentes phalanges dans le cortex sensoriel, même chez l'adulte, chez l'homme. Donc une capacité quand même de modulation plastique dans la représentation somatosensorielle, mais qui, pour des remodelages drastiques, comme l'apparition d'une nouvelle région associovibris, on va avoir une période là aussi critique très particulière. Et donc ça suggère que d'avoir une activité neuronale, avoir une activité électrique, à un moment donné, elle est requise pour le raffinement de certaines structures, mais aussi pour l'adaptation finalement des structures périphériques, et qu'on a la notion d'une certaine temporalité, des modifications induites à un moment donné vont avoir un effet et d'autres pas. Alors, est-ce qu'il y a des réorganisations beaucoup plus drastiques? Pas au sein d'une modalité, au sein d'une aire visuelle ou au sein d'une aire somatosensorielle, mais est-ce qu'on peut avoir des modulations plus drastiques de réorganisation des cartes? Alors, c'est ce qu'on appelle la plasticité cross-modale, et c'était observé dans des contextes, là encore, de perte ou de privation sensorielle, par exemple chez des individus ou des animaux aveugles ou qui ont perdu l'audition. Et la définition, c'est que on observe un territoire cortical qui est dédié à une modalité, mais que cette modalité est perdue, la vue, l'audition, et qui est recrutée par une autre modalité. Et ça, la plasticité cross-modale a été observée chez l'homme dans différents contextes. Par exemple, le cortex visuel primaire peut être activé et utilisé de manière fonctionnelle dans des tâches de lecture du braille chez des aveugles. Ça a été bien démontré. Non seulement on a une activation du cortex visuel pendant ces tâches, mais si on perturbe la fonctionnalité du cortex visuel par des stimulations transmagnétiques, on est capable d'induire des erreurs de lecture. Donc non seulement le cortex visuel est récupéré pour une tâche purement sensorielle, enfin somatosensorielle, mais en plus il est fonctionnellement recruté. Et on a également une activation particulière du cortex auditif par des stimuli visuels, par exemple dans des contextes de perte de l'audition. Alors, je remercie Alexandra Repsam qui m'a donné plusieurs diapositives avec qui j'ai beaucoup discuté dans le contexte de la préparation de son cours qui est à l'Institut de la Vision à Paris. J'en profite. Voilà. Donc dans ces contextes de plasticité cross-modale,
En fait, il y a plusieurs choses. Plus la privation ou la perte sensorielle est précoce, plus on peut observer ce type de plasticité. Et on a des fenêtres particulières. Par exemple, dans le cortex visuel, on sait que c'est chez l'enfant relativement tôt et que si on a perte de la vision plus tard, on n'aura pas ou peu cette plasticité cross-modale. Donc une fenêtre temporelle, là encore, et on va avoir une grande variabilité interindividuelle. Donc les mécanismes de cette plasticité, pour l'instant, sont des choses qui sont très très peu connues, mais on va voir que c'est des choses qu'on commence aussi à explorer dans des modèles animaux. Donc, des voies stéréotypées, des cartes qui sont, on va dire, encore une fois, observées de manière stéréotypée chez tous les individus d'une même espèce, des représentations, mais qui sont plastiques et qui vont pouvoir être modifiées. Alors, comment envisager ou comment penser finalement le rôle de l'activité dans le développement, la maturation et la plasticité de ces représentations sensorielles? Et on va vraiment se replonger dans l'étude de la voie binoculaire parce que c'est ces travaux qui ont vraiment ouvert la voie et qui ont aussi forgé la manière dont on pense à l'activité dans le contexte du développement. Alors j'ai déjà mentionné les expériences classiques et clés de Hubel et Wiesel qui se sont intéressés à ces colonnes de dominance oculaire et qui ont établi pour la première fois que l'activité neuronale, ce que l'animal expérimente, donc l'expérience, qui est traduit par une activité électrique, va influer sur la construction et la plasticité structurale du cerveau. Et donc, encore une fois, ce qu'ils ont vu, c'est dans un contexte de privation sensorielle d'un œil, une modification de ces colonnes de dominance oculaire où l'œil encore ouvert gagne en territoire sur l'œil qui n'est plus actif. Cette déprivation monoculaire induit une plasticité. Elle n'induit une plasticité que si elle est faite pendant une période particulière du développement, pas directement au moment où l'œil s'ouvre, mais un petit peu plus tard. On a quelques semaines chez l'animal. Et chez l'homme, on a à peu près jusqu'à 6-7 ans pour établir ou rétablir cette plasticité. Et vous avez sûrement vu dans la rue des enfants qui ont un patch sur un œil. Et ce sont des enfants d'un certain âge, après on ne fait plus parce qu'on sait que ça ne sert à rien, pour essayer de rééquilibrer l'utilisation des deux yeux et éviter ou stimuler la capacité de récupération d'une bonne vision binoculaire et d'une bonne acuité visuelle. Donc, ce qui est très intéressant aussi, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'en fait, cette organisation, cette plasticité, on ne l'observe pas quand on a finalement une privation binoculaire d'activité. C'est vraiment quand on a un œil qui est beaucoup plus stimulé et l'autre pas, qu'on va avoir cette plasticité. Et en fait, il a été bien établi que c'est un mécanisme de compétition entre l'activité des deux yeux, qui induit une plasticité qu'on a vue la semaine dernière d'ordre hébienne, neurons that fire together, wire together, les neurones qui sont coactifs vont établir des connexions, et les neurones qui sont, on va dire, actifs de manière décorrélée, non synchrone, vont perdre leur connexion. Donc on a vraiment une compétition entre les deux yeux, et les neurones qui vont répondre de manière répétée à une stimulation d'un œil particulier vont finir par renforcer les connexions avec cet œil. Alors, ça c'était fondateur, et donc vraiment, ça a permis d'établir que l'activité évoquée est essentielle pour la plasticité dans ce contexte-là. Une étape supplémentaire, on va dire dans le temps, de manière chronologique, mais par rapport à la voie, on va dire, visuelle, un échelon plus bas et un échelon plus tôt, a été finalement d'essayer de regarder ce qui se passait au niveau du thalamus. Donc je vous ai dit, au niveau du thalamus, donc les neurones de la rétine de ce côté-là, donc ipsilatéral ou contralatéral, envoient leurs axones
Et chez l'adulte, ces projections innervent des neurones qui sont vraiment ségrégés. C'est ce qui permet de maintenir l'information venant d'un œil ou de l'autre de manière séparée et de ne la comparer uniquement dans le cortex cérébral, on va dire, qu'à l'étage du dessus, ce qui permet une bonne vision binoculaire et aussi une acuité visuelle particulière. Et ce qui a été observé finalement, c'est qu'à des stades développementaux postnataux, on va dire ici, donc je vais commencer à parler de stades de développement particuliers parce qu'on va voir que la chronologie est importante et je vais beaucoup utiliser comme référence la souris. Donc P, c'est un stade postnatal, P8, c'est le 8e jour après la naissance. Donc à ce moment-là, 8 jours après la naissance, on voit bien quand on injecte un traceur qu'on a du côté ipsilatéral une petite région dans le thalamus qui va être marquée et de l'autre côté, donc si on prend par exemple ici, une grande région qui est marquée mais avec 2 domaines vraiment exclusifs. Okay, donc ça, à P8, on a déjà finalement une organisation qu'on retrouve chez l'adulte. Et puis ce qui a été observé, en fait, c'est que si on regarde un petit peu plus tôt, 5 jours avant, 3 jours après la naissance, à ce moment-là, les projections ne sont pas ségrégées. C'est-à-dire qu'on va retrouver des axones venant d'un œil ou de l'autre qui innervent des neurones en commun et qu'on a un processus de ségrégation qui se passe à ce moment-là. Or, à ce moment-là, chez le rongeur, les yeux sont fermés. L'animal commence à les ouvrir vers le 12e jour de vie postnatale. Donc ça voulait dire que ça ne pouvait absolument pas être lié, comme au niveau des colonnes de dominance oculaire, à un stimulus, entre guillemets, visuel évoqué, c'est-à-dire venant de l'environnement. Et c'est là qu'ont été découverts et bien étudiés ces fameuses vagues d'activité rétinienne spontanées dont on a parlé la semaine dernière. Et la fonction de ces vagues d'activité spontanée a été extrêmement bien étudiée par Karl Schatz. Donc ces vagues spontanées, ici on peut le voir en activité calcique, on voit que les neurones sont actifs, coactifs, ce sont des vagues qui se déplacent, qui sont autogénérées. Là, si on a pris une rétine, on l'a mis dans une boîte de pétri. On continue à avoir ces vagues d'activité spontanée, on les voit aussi en fait in vivo, et ces vagues d'activité spontanée vont permettre de réguler la ségrégation initiale entre les axones venant d'un œil et de l'autre au niveau du thalamus. Donc ça, c'est vraiment des travaux pionniers qui ont montré qu'il y avait une activité spontanée et que là aussi, comme dans les colonnes de dominance oculaire, ce qu'on avait, c'est qu'on reposait en fait sur la compétition entre les 2 yeux pour séparer les axones venant d'un œil et de l'autre. Et ces expériences ont été bien montrées par des injections dans un œil ou dans l'autre bloquant les vagues d'activité, l'activité neuronale venant d'un œil ou de l'autre, qui conduisent à un maintien d'un chevauchement entre les territoires venant d'un œil et de l'autre. Alors il y a différentes vagues d'activité qui ont différents mécanismes d'initiation et de propagation. Certains sont générés chez le rongeur avant la naissance, mais on en a aussi après la naissance. Et vous voyez que les yeux sont ouverts à peu près à P12, au jour postnatal 12. Et on a vraiment capacité d'aller tester fonctionnellement si ce sont des vagues extrêmement précoces ou un petit peu plus tardives, ou encore un petit peu plus tardives, quelle vague et type d'activité va pouvoir participer à cette ségrégation, cette réorganisation des neurones. Et ce qui a été bien montré par différents laboratoires, donc Karl Schatz et puis ses élèves, par exemple Marla Feller et d'autres personnes, ont vraiment montré que ce sont les vagues intermédiaires, les vagues rétinaires intermédiaires qui reposent sur une transmission particulière, cholinergique, qui vont permettre, ici, avec une activité venant d'un œil où les neurones sont corrélés, puisque l'intérêt d'avoir des vagues, c'est qu'on va avoir des neurones qui vont s'allumer ou être actifs de manière corrélée et de manière voisine.
et on va avoir de manière un petit peu indépendante l'autre œil qui va être coactif en même temps, et que c'est, on va dire, cette corrélation entre un œil et une décorrélation avec l'autre œil va permettre progressivement de séparer, là encore, compétition entre les deux yeux, selon la théorie de Hebb, séparation et ségrégation des connexions entre les projections venant d'un œil ou venant de l'autre. Et si on bloque spécifiquement ces vagues, à ce moment-là, on n'a pas de séparation ou de ségrégation de ces différentes terminaisons. On a encore de l'activité, mais elle n'est plus corrélée comme elle l'est lors des vagues. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est de réfléchir à la nature de l'activité spontanée. Le fait qu'il y ait une vague, ça va vraiment permettre d'avoir une activité relativement corrélée sur un grand nombre de neurones, mais aussi, ça va permettre de transférer une information de localisation de proche en proche de neurones qui vont être voisins dans la rétine et qui vont permettre d'activer des neurones qui vont être aussi voisins dans les structures dans lesquelles ils se terminent. Alors justement, ce que je voudrais préciser, c'est que cette ségrégation, elle n'est pas uniquement liée à l'activité spontanée, elle est aussi liée à des molécules, on va dire, de guidage axonal, donc un câblage moléculaire particulier. Si vous pouvez remarquer ici, cette zone, en fait, on n'a pas dans tout le noyau thalamique une superposition entre les axones venant d'un œil et les axones venant d'un autre œil. Les terminaisons sont déjà un petit peu séparées, organisées. Et ça, c'est contrôlé par des molécules de guidage. Et l'activité par-dessus, l'activité spontanée des vagues rétiniennes, elle va permettre de raffiner et de séparer ces projections. Et puis un petit clin d'œil aussi, donc ces terminaisons qui sont séparées et élaguées, on en a parlé dans les cours précédents, puisqu'en fait, on sait qu'il y a des cellules immunitaires qui sont capables d'élaguer des pans entiers de fragments d'axones ou de terminaisons, qui sont les microglies et qui participent à l'élagage en fait, de ces projections. Donc c'est des choses qu'on a vues dans les cours précédents et puis j'y reviendrai sûrement dans le cours 3 ou dans le cours 4. Donc une activité spontanée qui permet de raffiner, de séparer des projections, cette fois-ci entre la rétine et le thalamus. Et donc on se retrouve finalement avec des activités différentes à différents moments, mais qui vont permettre de moduler, de changer le câblage et les cartes corticales, ou en tout cas les cartes sensorielles à différents moments, avec différents types de vagues rétiniennes, et puis qui se chevauchent avec le moment où les yeux sont ouverts. Et on a par exemple ici les vagues rétiniennes pendant cette première semaine postnatale qui vont permettre de spécifier la ségrégation entre les deux yeux. Alors il n'y a pas uniquement la spécification ou la séparation entre les deux yeux, on a d'autres paramètres, par exemple ce qu'on appelle la rétinotopie, je vous ai dit l'organisation, le positionnement relatif de réponse des neurones, la carte de la rétine qui est également modulée par cette activité neuronale particulière en vague rétinienne, et puis d'autres aspects, indépendamment des colonnes de dominance oculaire ici, d'autres aspects comme une organisation précise, d'autres paramètres finalement des neurones visuels vont être spécifiés, remodelés par des aspects ou des paramètres différents de l'activité à différents stades. Donc l'idée, à partir de l'étude de la carte de la voie visuelle, c'était vraiment qu'on pouvait avoir un rôle précoce d'une activité spontanée, un rôle beaucoup plus tardif d'une activité évoquée, mais qui, quelque part, converge sur une compétition entre des afférences et un raffinement, une ségrégation, soit au niveau de différents entrées rétiniennes, soit au niveau, on va dire, de colonnes de dominance oculaire, et donc une contribution de l'activité à différents moments à la construction et à la plasticité de ces cartes sensorielles au sein d'une modalité particulière, la modalité visuelle.
Donc ça, c'était vraiment, on va dire, un aspect plus historique. Comment envisager, comprendre, appréhender le rôle de l'activité. Alors comment est-ce que maintenant on va pouvoir regarder ça dans un contexte plus large ou dans d'autres finalement modalités? Et pour ça, il faut revenir vraiment sur la cinétique de formation des aires et vraiment des questions de développement très précoces d'interaction avec le thalamus. Alors je vous ai dit, on a ces voies particulières, on a ces activités spontanées, et finalement une question un petit peu, c'est de savoir à quel moment est-ce que ces activités spontanées peuvent être relayées et à quel moment ou comment est-ce que le thalamus va se connecter avec ces aires corticales. Je vous ai dit, il y a différents noyaux thalamiques qui relaient différentes informations vers différentes régions. Comment, quand, à quel moment est-ce que cette organisation se met en place? Et est-ce que la périphérie est connectée avec ces noyaux et à quel moment? Et alors là, il faut revenir vraiment à du développement précoce et de ce qu'on sait de la formation des aires. Et là, je vais aller un petit peu rapidement, parce que c'est un petit peu divergent par rapport au rôle de l'activité, mais c'est important finalement de comprendre ça. Donc on a ces différentes aires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les axones thalamiques, ici c'est un noyau en particulier, mais donc ici il faut imaginer une coupe, on a les axones thalamiques qui vont traverser des régions pour arriver ici jusqu'au cortex cérébral. Les axones thalamiques en fait poussent très tôt, vont traverser des régions particulières et ont besoin d'axones particuliers qui sont issus de neurones complètement transitoires qui disparaissent dans le développement. Et on y reviendra la semaine prochaine, qui s'appelle les neurones de la sous-plaque. Ils ont besoin de ces axones pour remonter et arriver dans le cortex. Et en fait, ils vont rester dans cette région, dans la sous-plaque, pendant plusieurs jours. Pendant toute la fin pratiquement de l'embryogenèse. Et uniquement vers la fin de l'embryogenèse, ils vont commencer à pouvoir rentrer dans la plaque corticale et dans le contexte, par exemple, de la région somatosensorielle primaire, où on va notamment avoir la représentation des champs de tonneau des Barrel. Ces neurones vont rentrer dans la plaque corticale et vont rejoindre la couche où ils vont s'organiser pour faire les tonneaux. On va avoir donc une entrée dans la couche 4, et puis on va avoir ici au jour postnatal 2, et puis vers le 3-4e jour postnatal, les axones vont s'agréger pour faire ces espèces pour faire l'intérieur des tonneaux. Et puis dans un deuxième temps, plutôt vers la fin de la première semaine postnatale, on va avoir une réorganisation des neurones corticaux autour de ces tonneaux pour faire le contour des tonneaux quelque part, et ces neurones vont se réorganiser. Donc on a vraiment une chorégraphie très particulière du timing, la cinétique de développement de ces connexions entre le thalamus et le cortex. Et en fait, on voit des axones qui vont aller dans des régions très particulières. Par exemple, les neurones ici, les noyaux qui vont plus tard relayer l'information sensorielle, vont dans une région qui est une région qui va devenir somatosensorielle, mais finalement avant que ceux-ci ne reçoivent une information de la périphérie. Donc on a déjà un pré-câblage ou une pré-organisation des connexions entre le thalamus et le cortex un petit peu avant qu'elles commencent à recevoir des informations périphériques. Et puis ensuite, elles rentrent dans le cortex et on a, on va dire, un relais ou une organisation associée à une modalité particulière. Et donc ça a vraiment posé pendant longtemps un problème aux neurobiologistes, aux neurobiologistes du développement qui finalement ont envisagé deux modèles. Il y a eu une grande controverse pendant longtemps sur d'où viennent les cartes corticales, notamment les aires primaires. Donc il y avait un modèle qu'on appelait protomate, un modèle protocortex, qui était complètement opposés l'un à l'autre. Bien sûr, la réalité et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on est quelque part entre les deux. Donc la première, c'était que finalement, le cortex, comme tout organe, il y a des aires, il y a des régions, comme tout organe, par des processus développementaux classiques, cet organe est régionalisé par ce qu'on appelle des morphogènes. Il va y avoir des gradients d'expression, des définitions de territoires particuliers.
la région visuelle, la région somatosensorielle, la région frontale, etc., etc., puisque c'est un organe finalement comme tout autre organe. Et puis, d'autres gens qui disaient, mais finalement, ce qui fait qu'une aire est visuelle ou ce qui fait qu'une aire est somatosensorielle, c'est qu'elle reçoit des connexions associées à cette modalité. Et comme on ne peut pas définir morphologiquement une région particulière avant que les axones n'arrivent, qui vont plus tard relayer ces informations, finalement, c'est l'arrivée de ces axones qui va impliquer les aires dans telle ou telle fonction. Alors on sait maintenant que, bien sûr, comme tout organe, on a une préorganisation, une régionalisation du cortex qui est complètement indépendante de l'arrivée des axones thalamiques, qui est contrôlée par des morphogènes qui sont situés tout autour du cortex, qui vont conduire à l'expression localisée de certains gènes, notamment de facteurs de transcription, et qui vont permettre de définir des régions qu'on a appelées des proto-aires, c'est-à-dire des grands domaines somatosensoriels, visuels, etc., qui vont par la suite être vraiment uniquement associés ou impliqués dans ces fonctions. Alors comment est-ce qu'on a montré ça? On a vu déjà que ces différents facteurs pouvaient être exprimés, et puis en mutant ces facteurs exprimés en gradient, on a pu regarder les conséquences sur l'organisation des cartes et des aires corticales. Alors je vous donne un exemple ici. Par exemple, on a un gradient d'un facteur de transcription qui est très fortement présent dans cette région caudale, un gradient, et quand il est muté, donc ici on a la carte normale avec la carte des champs de tonneaux, les régions frontales, visuelles, auditives, quand ce facteur est muté, on se retrouve avec une toute petite carte auditive ou une carte ici somatosensorielle avec les tonneaux et une carte visuelle dans la partie la plus caudale du cortex, et toute cette région qui à ce moment-là devient frontale. Donc on est capable de déplacer complètement des cartes et des aires. Alors ça suggérait que finalement le programme génétique de régionalisation du cortex était suffisamment fort pour contrôler, définir où sont localisées les différentes aires, et que finalement, l'entrée ou l'arrivée de ces axones, des axones thalamiques, ou l'arrivée des différentes informations liées à la périphérie ne s'inscrit que dans ce cadre-là. Et en fait, différents travaux ont permis de montrer que ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a un dialogue entre les axones thalamiques et les régions corticales. Donc les axones thalamiques sont orientés vers différentes régions, pas par le cortex directement, mais par une structure située sur le trajet. Et quand ils arrivent au niveau de cette couche particulière où ils attendent pendant plusieurs jours, ils sont capables de se réorganiser et de retrouver leur région cible. Donc on a deux étapes qui vont permettre une plasticité et un dialogue entre les différentes régions. Donc cette région d'organisation ou d'adressage intermédiaire, elle est vraiment située bien en dessous du cortex. Les axones poussent, sont organisés, vont être dirigés vers telle ou telle région. Et puis dans le cortex après, pendant cette phase d'attente, ils vont être capables de se réorganiser, et on ne sait pas très bien comment, pour retrouver la région cible vers laquelle ils doivent aller. Donc on a finalement le cortex qui va permettre d'orienter à un moment donné, quand les axones thalamiques sont dans le cortex, les différentes projections qui sont censées les innerver elles-mêmes. Et puis, ce qui a bien été montré maintenant, c'est que ces axones thalamiques qui arrivent, qui dans un premier temps ne sont pas connectés à la périphérie, mais qui ensuite vont être connectés à l'information périphérique, vont être essentiels pour renforcer, câbler, définir, instruire les différentes cartes que l'on va retrouver dans ces régions, donc avec un vrai dialogue entre le cortex et les afférences, les axones, qui amènent l'information dans cette structure. Alors, par exemple, je vous ai dit qu'on avait des cartes qu'on appelait primaires, dans lesquelles on avait des axones particuliers qui relayaient uniquement des informations ciblées à ces aires primaires.
dans cette région, par exemple, visuelle, on a vraiment un noyau qui va envoyer des axones dans cette région V1, mais le domaine visuel ou la protoaire visuelle est beaucoup plus large. De la même manière, on a ici un noyau particulier qui envoie des axones dans la région primaire somatosensorielle dans laquelle on a toujours les champs tonaux, mais on a d'autres régions somatosensorielles adjacentes, par exemple S2, donc une aire qui reçoit des projections d'un autre noyau du thalamus, etc. Et ce qui a bien été montré maintenant, c'est que si on modifie ces différents noyaux, qui sont importants pour les aires primaires, à ce moment-là, on va avoir une transformation de toute cette région sur un plan moléculaire, anatomique et fonctionnel dans l'aire, notamment visuelle ici, mais qui n'est plus une aire primaire, qui est une aire secondaire. Et de la même manière, dans le cortex somatosensoriel, si on n'a plus organisation, donc projection de ces axones, on va avoir une identité par défaut. Donc on a des proto-aires qui vont définir des grands domaines associés à des modalités particulières, mais les axones thalamiques qui arrivent vont apporter une information, vont impliquer ces aires particulières dans une structuration particulière, notamment par exemple les aires primaires, et définir des caractères et des organisations spécifiques. Alors la question maintenant, c'est parmi ce que font ces axones thalamiques sur l'organisation des différentes aires, est-ce qu'il y a des choses qui vont être activités dépendantes, qui vont être liées à l'activité particulière de ces axones, soit spontanées, soit en relais d'une activité spontanée périphérique, soit dans un contexte où elles vont médier, on va dire, une activité particulière sensorielle. Et donc là, on va vraiment commencer à regarder dans ce contexte, le contexte développemental qu'on a pu regarder et le contexte de modulation du rôle de l'activité dans la voie binoculaire. On va commencer à regarder quel est le rôle de l'activité dans une construction d'une autre voie que la voie visuelle, qui est la voie somatosensorielle et notamment la carte des champs tonaux dans cette région. Alors, je vous l'ai dit, donc les axones qui vont relayer, qui vont organiser, qui vont contrôler la formation on va dire, de cette carte de représentation des vibrisses sur le museau de l'animal du rongeur. Ces axones arrivent du thalamus, vont rester dans la sous-plaque pendant un certain temps et puis vont commencer à innerver cette couche, ici donc le deuxième jour après la naissance, et on a encore une organisation non ségrégée de ces axones. Et ici, dans cette région, on n'a pas d'organisation particulière des neurones en formation de tonneaux. Puis, un petit peu plus tard, on va avoir une ségrégation des axones thalamiques qui vont former donc, ces différentes structures. On n'a toujours pas d'organisation des neurones associés. Et puis, encore un petit peu plus tard, on va avoir une réorganisation des neurones corticaux autour de ces arrivées d'axones thalamiques. Je vous ai dit aussi, quand on modifie la périphérie, notamment pendant les 3 ou 4 premiers jours postnataux, on va pouvoir induire la formation d'une carte particulière. Donc on a une plasticité pendant cette phase de construction où si on modifie la périphérie, on va avoir un changement. Alors la question finalement, c'est on peut avoir une réponse plastique quand on change la périphérie, mais est-ce que l'activité qui provient normalement de la périphérie, est-ce que cette activité est importante pour le développement ou le raffinement de ces cartes? Ou est-ce que c'est uniquement finalement une réponse ou une adaptation à une perturbation extérieure? Et donc en fait, il y a différents types d'expériences qui ont permis de dissocier et de proposer des fonctions un petit peu différentes. Alors la première, c'était vraiment de montrer que si on cautérise ce qu'on appelle les vibrisses, c'est-à-dire qu'on enlève aussi bien les moustaches que finalement les récepteurs sensoriels à la base de ces moustaches, ou on affecte le nerf qui relie l'information
depuis les moustaches jusqu'au tronc cérébral, enfin jusqu'au ganglion associé. À ce moment-là, pendant cette première phase, on n'a absolument jamais de ségrégation des axones, ni de réorganisation des neurones en réponse à une... De toute façon, il n'y a pas de ségrégation des axones, mais il n'y a pas de réorganisation des neurones. Ce qui voulait dire que finalement, si on n'a pas d'activité qui provient de la périphérie, on n'a pas de création, de structuration au niveau de l'organisation située dans le cortex. Et ça, c'est très différent de ce qu'on observe, par exemple, si on fait une épilation de ses moustaches. Si on fait une épilation simplement de ses moustaches, on n'a pas de modification structurale particulière. Donc ça veut dire que l'information, l'activité associée à la formation de ces structures, ce n'est pas particulièrement la déflexion ou la modification du mouvement des moustaches, comme ce qu'on peut avoir plus tard pendant la vie, on va dire l'exploration active de l'animal de son environnement. C'est vraiment soit quelque chose de très passif au niveau du museau et de la base des différentes vibrisses, soit c'est une activité totalement spontanée, générée, un petit peu comme dans la rétine, mais cette fois-ci au niveau des récepteurs périphériques. Et de manière intéressante, quand à ce moment-là, on fait exactement la même perturbation drastique en bloquant complètement l'activité périphérique, mais après la phase de plasticité structurale, on n'a pas non plus de modification structurale à ce moment-là des axones thalamiques ou des neurones réorganisés. Donc cette phase très particulière ici, elle est vraiment liée à une activité périphérique, puisqu'on manipule ici la périphérie, et on a un effet vraiment central avec plusieurs relais intermédiaires. On a un effet central au niveau du cortex et qui est vraiment lié à une activité non tactile, c'est-à-dire non associée au mouvement ou à la déflexion des moustaches. Et ça, c'est très différent de ce qui se passe par la suite, où là, on a vraiment, on peut dire, où les vibrisses se mettent à bouger, où l'animal se met à avoir un mouvement perpétuel des vibrisses qui va lui permettre, cette fois-ci, de déclencher une interaction active avec l'environnement. Donc, l'importance d'une activité périphérique non tactile et la possibilité qu'elle soit spontanée. Oula, j'ai mon ordinateur qui commence à faire des siennes. Et donc, quelque chose de très différent de ce qu'on voit plus tard, où il y a un mouvement actif des vibrisses. Et là, on sait qu'à ces phases-là, si on bloque l'activité périphérique, on peut avoir des défauts de comportement. On a donc une période d'apprentissage importante, on peut avoir des modifications d'activité de certains neurones, mais on n'a plus cette plasticité structurale. On voit toujours la carte d'organisation associée, l'organisation particulière associée au champ de tonneau. Alors, on s'est demandé beaucoup d'où venait finalement cette activité et est-ce que l'activité était relayée et à quel moment ou à quels endroits. Et finalement, ce qui a été bien montré, c'est que l'activité électrique des neurones dans le thalamus est essentielle pour relayer dans la phase finale cette carte. Donc encore une fois, on a ici des neurones, les axones thalamiques qui apportent l'information au niveau de ces tonneaux, et on a, comme je vous le disais, une organisation particulière des neurones tout autour de ces touffes d'axones thalamiques qui se réorganisent pour former cette carte à la fin de la première semaine postnatale et qui ont des dendrites vraiment organisés par rapport aux axones entrants, ce qui veut dire qu'ils ont aussi perdu une organisation particulière d'un dendrite, d'une extension qui allait vers ici la couche superficielle. Et ce que l'on voit dans des modèles où l'activité thalamique est complètement enlevée, et elle est enlevée par exemple
en modifiant la capacité de ces neurones à produire des neurotransmetteurs qui vont être vraiment actifs et leur permettre d'être actifs, à ce moment-là, on n'a pas de ségrégation des axones thalamiques, on n'a pas non plus de réorganisation des neurones, et on a des neurones qui ont toujours une morphologie qui n'est pas spécifique de cette organisation en tonneau. Alors juste pour vous montrer un exemple, c'est très clair, dans ces différents types de neurones, là, il y a encore un petit peu de transmission, là il n'y en a plus du tout. On n'a pas de ségrégation des axones, on n'a pas de réorganisation des neurones, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans différents types de mutants qui bloquent complètement la transmission thalamique. Et ce qui est important, c'est que c'est vraiment le transfert entre le thalamus et le cortex, c'est-à-dire que les vibrisses sont toujours présentes et on a un transfert de la carte à différents niveaux. Ici, par exemple, au niveau du tronc cérébral, ici au niveau du thalamus. Et c'est le transfert de cette carte particulière entre le thalamus et le cortex qui est ensuite dépendant de l'activité des axones. Alors je vous disais, on est capable d'avoir une réorganisation normalement de ces neurones qui, lorsqu'il n'y a pas d'activité thalamique non plus, n'a pas lieu. Ce qui montre vraiment dans ce contexte que la transmission, l'activité de certains neurones, des neurones thalamiques qui amènent de l'information, va pouvoir vraiment agir sur des aspects très fondamentaux, structurels du cortex, comme par exemple la morphologie de certains neurones et leur organisation en structure comme celle des barrels. Alors en ce qui concerne la réorganisation des neurones autour de ces, on va dire, de ces clusters d'axones thalamiques, ce qui a bien été montré également, c'est que quand on a simplement une baisse d'activité des axones thalamiques, on va quand même avoir formation de ces tonneaux, enfin des axones à l'intérieur de ces tonneaux, mais on n'aura cette fois-ci pas de réorganisation des neurones. Et il a bien été montré que cette capacité des neurones à se réorganiser dépend en fait de la capacité des neurones corticaux, cette fois-ci, à répondre à l'activité thalamique. Donc l'activité des axones est importante pour qu'ils se regroupent et la réorganisation des neurones corticaux va dépendre de l'activité des axones, mais de la capacité des neurones à répondre à cette activité entrante. Et ça va impliquer des récepteurs très particuliers qui sont les récepteurs aux neurotransmetteurs utilisés par les axones thalamiques, qui est le glutamate, et ça va impliquer des récepteurs au NMDA qui sont particulièrement importants dans des contextes de plasticité et d'apprentissage. Donc on a une période critique de plasticité structurale qui n'est pas qu'en réponse à une modification périphérique, mais qui est essentielle pour induire la formation d'une carte particulière, d'une carte anatomique, pendant cette phase où l'activité des axones thalamiques va être importante pour structurer les axones et pour médier une activité dans les neurones corticaux qui eux-mêmes va leur permettre de se réorganiser pour former cette structure. Alors qu'est-ce qu'on sait finalement au niveau de la plasticité ou de l'organisation? Donc je vous ai dit c'est de l'activité qui vient des axones thalamiques. Et on a vu que l'activité pouvait vraiment agir en termes de compétition entre différentes afférences. Et dans le contexte de la carte des champs de tonneaux, on va retrouver exactement le même principe de compétition, c'est-à-dire quand on peut observer dans des contextes très particuliers, comme ici un mutant où la carte des vibrisses, au lieu d'être relayée de manière correcte vers différents niveaux ici traversés, aller jusqu'au thalamus puis au cortex, dans un contexte où on va affecter ces niveaux périphériques, on va se retrouver avec des cartes ipsilatérales ou contralatérales qui vont toutes les deux converger sur le thalamus et qui vont ensuite être relayées vers le cortex cérébral. Et là, on se retrouve avec une carte complètement modifiée, avec une représentation des vibrisses d'un côté et une représentation des vibrisses de l'autre, et deux cartes imbriquées dans les deux hémisphères du cortex.
Ce qu'on peut voir, c'est que la carte globale n'est pas particulièrement modifiée, la taille de l'aire n'est pas particulièrement modifiée. Par contre, on a une réorganisation des champs de tonneaux à l'intérieur d'une carte, avec celle-ci qui vient d'un côté et celle-ci qui vient de l'autre. Et quand on fait des lésions d'un côté ou de l'autre, on peut voir à ce moment-là qu'on a une réorganisation de la carte qui provient d'un côté ou qui provient de l'autre en fonction de l'activité. Donc on se retrouve tout le temps avec le même paradigme au sein d'une carte, une compétition médiée par l'activité qui est essentielle pour forger la structure. Ici on voit que la structure atteinte, les barrelles ne se forment pas, mais une compétition pour l'espace et pour la structuration à l'intérieur de cette aire. Donc on retrouve encore une fois, même si c'est dans un contexte un petit peu différent et dans une autre carte, cette notion de compétition dépendante de l'activité pour l'organisation des barrelles. Alors je vous ai dit, c'est une activité périphérique non tactile. Et donc là, encore une fois, les chercheurs se sont demandé, mais finalement, qu'est-ce que c'est que cette activité ? D'où elle vient? Est-ce qu'on peut la détecter? Et à partir de quand est-ce qu'elle est présente? Et là, grâce vraiment au développement de l'imagerie calcique, comme on l'a vu la semaine dernière, il a été possible de regarder de manière très précoce les neurones actifs, coactifs, dans cette région au cours du développement très précoce postnatal. Et ce qui a été observé, en fait, c'est que dès les phases d'agrégation des axones thalamiques, il a été observé une activité corrélée pendant cette phase d'agrégation, une activité corrélée, synchronisée à l'intérieur de chacun des barèmes. Il a été observé aussi que cette activité corrélée est liée à une activité spontanée qu'on peut observer dans les axones thalamiques. Donc sans aucune stimulation, les axones thalamiques vont être actifs, ce qui explique aussi que si on bloque leur activité, on va perturber la formation des barrelles. Et cette activité induit une activité locale des neurones adjacents qui va être synchrone et corrélée. Et ce qui est très important, c'est que cette activité devient complètement décorrélée, beaucoup plus éparse et décorrélée pendant la 2e semaine après la naissance. Donc pendant la phase d'assemblage, de construction et de plasticité de la carte des barrelles, on a une activité corrélée qui devient ensuite complètement décorrélée. En manipulant la périphérie, soit en bloquant l'activité, soit en mettant différentes on va dire, agents pharmacologiques, etc., il a été montré que cette activité provient en partie de la périphérie, mais là encore, ne provient pas des mouvements des vibrisses. On n'a pas de corrélation entre les mouvements des vibrisses et l'activité observée dans le cortex. Par contre, si on bloque l'activité périphérique, on a une réduction de cette activité corrélée dans le cortex, mais on n'a pas de disparition complète de l'activité dans le cortex. Donc pour résumer, on a vraiment, pendant la phase de plasticité et de construction de cette carte, une activité corrélée très forte qui est associée à chacun des barrelles et qui provient d'une activité thalamique et qui, en partie, dépend de la périphérie. Ensuite, au moment où on a, dans cette 2e phase postnatale, on se met à avoir une décorrélation complète des patrons d'activité spontanée. Et ça, c'est quelque chose qui a été bien observé dans différents circuits corticaux, où on a une observation tout à fait reproductible d'activité corrélée, spontanée, très forte dans les circuits en développement, dans les circuits corticaux en développement, et qui, à une phase très particulière, devient complètement éparse et décorrélée et se met cette fois-ci à correspondre plus à un codage de l'information périphérique. Alors, les chercheurs sont allés encore plus tôt pour aller regarder est-ce qu'on observe cette activité spontanée, cette fois-ci avant la formation des différents champs tonaux et des différents barrels, c'est-à-dire avant l'organisation morphologique et anatomique de ces structures.
Et effectivement, c'est ce qu'on voit ici. On a une activité spontanée en patch ou patchwork qui préfigure l'organisation de ces différentes structures. Et là encore, cette activité qui préfigure la formation des champs de tonneaux vient en partie de la périphérie, comme on peut le voir en bloquant l'activité périphérique. Donc on a une activité spontanée qui est vraiment en patch, ce qui est encore une fois très différent du cortex visuel où on a des vagues. Donc on retrouve finalement des patrons d'activité un petit peu spontanés, différents dans des contextes différents et qui vont être associés à des cartes différentes. Ici, on a les vibrisses qui sont des individualités et des barrels et on va retrouver une activité en patch. Dans le système visuel, on a des vagues rétiniennes et on va retrouver une activité spontanée en vague qui correspond vraiment à une phase de plasticité très particulière et puis une deuxième phase synchronisée avant d'avoir pratiquement une perte de cette activité spontanée. Ce qu'on peut voir ici, donc une activité au départ qui est peu corrélée, puis qui devient vraiment corrélée avant la naissance et qui préfigure la formation des tonneaux, qui est associée à la formation des tonneaux et qui disparaît par la suite. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que finalement, cette activité qui vient de la périphérie, ça indique que les circuits, avant même qu'ils soient actifs, sont assemblés et peuvent relayer de l'information périphérique. Et c'est ce qu'on voit ici avant la naissance, quand on fait une stimulation, cette fois-ci directe des vibrisses. À ce moment-là, on a une activation focale assez bien définie à l'intérieur du cortex somatosensoriel. Donc des voies qui sont câblées avant la naissance, qui relaient une activité spontanée, mais quelque part qui pourraient également relayer une activité évoquée. Alors, est-ce que cette activité spontanée très précoce, elle participe à la construction, finalement, également des vibrisses et de la carte ou de la spécification de cette carte? Et quand on bloque l'activité thalamique, cette fois-ci, avant la naissance, ce qu'on observe, c'est que la taille dédiée à la stimulation associée à une vibrisse est beaucoup plus large que ce qu'on observe dans des conditions contrôle, ce qui montre que l'activité prénatale permet de restreindre le domaine d'activation qui va répondre à la stimulation uniquement d'une moustache dans le cortex, et ce, dès les stades prénataux. Donc on a une activité prénatale spontanée qui permet de raffiner dès ces stades précoces le champ, la région associée à la stimulation, à la précision de la carte, ce qu'on peut voir ici dans un contexte où l'activité thalamique a été bloquée et où on a cette fois-ci chevauchement, superposition entre des stimulations de vibrisses adjacentes. Et de manière assez cohérente, on voit que dans ce contexte-là, on n'a pas non plus ségrégation des axones et on n'a pas formation des champs de tonneaux. Donc finalement, ce que ces résultats montrent, c'est qu'en fait, pendant cette phase d'agrégation, de construction, de précision de la carte, on a une activité corrélée, mais que cette activité corrélée, elle existe bien avant et qu'elle commence dès la vie prénatale à agréger, organiser, préciser, raffiner les champs, les cartes sensorielles présentes dans les circuits corticaux qui vont ensuite répondre à une organisation périphérique. Alors, on a vu finalement que dans un contexte d'une carte particulière, qui est la construction des barrels, des champs de tonneaux, on a une activité périphérique qui va être relayée par des voies, qui va passer par une phase d'activité spontanée et qui va permettre de maturer progressivement les cartes corticales pour aboutir pendant la phase postnatale à une organisation particulière. Est-ce que finalement cette activité beaucoup plus précoce, anténatale qu'on voit, est-ce qu'elle pourrait avoir un autre rôle, un rôle plus précoce ou même un rôle plus, on va dire, global dans l'organisation des cartes, dans la formation d'une plasticité cross-modale ou dans l'organisation des voies particulières?
Alors la première chose qu'on peut se demander, c'est finalement à quel point est-ce que ces activités spontanées qui sont présentes, on peut les observer. Et pour ça, il y a toute une partie de la communauté qui a commencé à utiliser des modèles marsupiaux, c'est-à-dire des petits animaux qui vont avoir un développement dans une poche externe, et donc chez qui on peut regarder les patrons d'activité dans le cortex spontané, sensoriel, à des phases très précoces qui, chez les mammifères, seraient vraiment, entre guillemets, pas du tout accessibles parce que pendant la grossesse in utero. Et donc notamment le fameux dunar à pied étroit, qui est un petit marsupial d'Australie, a été pas mal utilisé et on peut vraiment aller regarder ce qui se passe dans ce contexte-là. Et ce qui a été bien observé, donc là on peut venir encore une fois mettre une sonde calcique, aller regarder les patrons d'activité, c'est qu'on retrouve exactement la même chose que chez la souris, chez le rat. On a des activités vraiment en patch, en patch dans le cortex somatosensoriel, où on va donc retrouver le même type d'activité spontanée que chez la souris ou le rat, et dans le cortex visuel, on retrouve des vagues qui ont la même temporalité que ce qu'on observe dans les vagues rétiniennes. Et alors on peut regarder beaucoup plus tôt, au cours du développement, et ce qui a été vu, c'est que finalement, on a une phase où on n'a pas d'activité dans le cortex cérébral, ici stade 23, puis on commence à avoir une activité en patch, et puis on a vraiment une activité en patch qui ressemble à ce qu'on voit dans la fin de l'embryogenèse chez la souris. Les vagues dans le cortex visuel commencent un peu plus tard, mais on a cette fois-ci aussi des patrons en vagues qui sont corrélés, qui sont vraiment très similaires à ce qu'on voit en réponse à des vagues rétiniennes. Alors si on fait un équivalent développemental chez la souris, on voit qu'on commence à avoir une activité en patch vraiment dès le stade embryonnaire 16, c'est-à-dire le moment où les axones thalamiques arrivent dans le cortex, mais sont encore en train d'attendre dans cette structure transitoire qui s'appelle la sous-plaque. Et on a déjà, à ce moment-là, on commence à avoir une activité dans le cortex. Et donc ça veut dire que finalement, à un moment où le cortex est en pleine construction, où les axones ne sont pas du tout arrivés à leur phase finale, ils sont capables, où il y a une médiation d'activité véhiculée par ces axones thalamiques, potentiellement de la périphérie, qui va influencer ou influer sur l'activité d'un cortex qui est encore en cours de construction à des stades très précoces. Et de la même manière, et de manière décalée, on va avoir la même chose dans le cortex. Donc ça apparaît vraiment très tôt, et on retrouve des spécificités associées à la modalité. Et là, on n'a parlé que de la vision et du toucher, de la perception somatosensorielle, mais dans le circuit auditif, on a encore quelque chose d'un petit peu particulier. Alors, est-ce qu'on pense que ces différentes activités très précoces peuvent influer? Alors oui, et là aussi, on peut effectuer des expériences où on peut aller modifier la périphérie. Et quand, chez un autre marsupial, cette fois-ci, un petit opossum, on peut faire des expériences de privation sensorielle, cette fois-ci de privation visuelle. Ce qu'on observe dès les phases, cette fois-ci aussi très précoces, puisque l'animal, encore une fois, est un marsupial, donc se développe dans une poche. On peut faire des expériences de privation sensorielle visuelle très précoces. Et ce qu'on observe, c'est une réduction massive de l'aire visuelle primaire présomptive, avec notamment une région qui, maintenant, qui est localisée dans la région où devrait être l'aire visuelle, mais des régions qui vont répondre à un stimulus somatosensoriel ou à un stimulus auditif. Donc, dans un contexte très précoce de modulation, de perturbation de modalités sensorielles, on a une réorganisation des cartes qui ressemble beaucoup à ce qu'on observe dans des contextes de plasticité cross-modale.
Alors, est-ce qu'on peut aller regarder ou comparer dans des modèles expérimentaux autres, par exemple chez la souris, est-ce qu'on peut avoir des effets très précoces? Et quand on est capable de faire des expériences là encore, de privation sensorielle visuelle dès les stades embryonnaires de la vie, donc anténatale, chez la souris, ce qui a été observé, c'est qu'on a une expansion de l'aire somatosensorielle et notamment du champ de tonneau, alors qui n'est pas non plus massive, mais on a une expansion quand même significative de ce champ dans la région aux dépens du nerf visuel qui, elle, devient beaucoup plus réduite. Alors une question, c'était comment est-ce que ces modifications peuvent être médiées? Et là, c'est un petit peu spéculatif, mais je vous ai dit, il y a des aires thalamiques qui se propagent à des stades très précoces, donc vraiment au moment finalement où on fait ces manipulations, ces privations sensorielles très précoces, on a des vagues thalamiques qui vont se propager d'un noyau à un autre. Et une hypothèse est que ces vagues thalamiques, qui sont des vagues d'activité spontanée, puissent, à ce moment-là, coordonner finalement l'activité entre différentes régions corticales. Et ce qui a été observé, c'est dans des contextes de privation sensorielle visuelle, on a dans les noyaux somatosensoriels une augmentation de ces vagues thalamiques, et on observe également une modification de vagues thalamiques dans cette région sensorielle quand on enlève les vagues uniquement dans un contexte particulier qui, cette fois-ci, est le noyau thalamique auditif. Donc on modifie les vagues. On a une modification à ce moment-là de l'activité spontanée dans ce cortex, dans ce noyau thalamique somatosensoriel. Et là aussi, on a une modification légère, mais tout de même, de la représentation des champs de tonneau. Donc en tout cas, on sait qu'on a une activité spontanée très précoce dans le thalamus, et on sait que quand on modifie la périphérie très tôt pendant le développement embryonnaire, on a une modification de ces vagues qui corrèle avec une modification de la taille associée aux aires primaires. Est-ce que c'est uniquement une modification des vagues thalamiques? Ça reste, je pense, encore à établir de manière totalement définitive. Il pourrait y avoir d'autres mécanismes. Néanmoins, des modifications précoces de privation sensorielle pendant la grossesse, pendant la gestation, sont capables d'influer sur la taille des aires corticales au-delà de la modalité affectée, puisque quand on a une modification ici visuelle, on affecte la taille de l'aire somatosensorielle. Alors, dans des contextes de plasticité cross-modale, comme dans le contexte du petit marsupial, on a des changements de taille d'air, mais on a aussi finalement des régions qui sont dédiées à une modalité qui vont se mettre à être associées à une autre modalité. Est-ce que c'est des choses qu'on peut observer? Mais en fait, quand on fait une privation de la voie visuelle très précocement pendant le développement, ce qui a été observé, c'est qu'en réponse à une stimulation des vibrisses, de manière très transitoire, au lieu d'avoir uniquement une stimulation ici dans le champ de tonneau correspondant à la vibrisse spécifiée, on va avoir également une activation du champ visuel. Et ça, ce qui a été observé, en fait, c'est que c'est le maintien ou l'amplification de quelque chose qui est normalement observé pendant le développement précoce, le développement embryonnaire normal, ici très précoce, stade, on va dire, prénataux, juste avant la naissance, ou dans un certain nombre de cas, on va dire 30% des cas, quand on stimule ici une vibrisse d'un côté, on a une activation du champ de tonneau, mais on a aussi une activation dans le champ visuel. Et dans un contexte de privation sensorielle, à ce moment-là, cette activation visuelle est amplifiée, maintenue,
et elle est maintenue même jusqu'à la naissance, à un moment donné où normalement on n'a pas du tout de stimulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette phase transitoire, privation sensorielle visuelle va faire que l'aire associé normalement à cette modalité est capable de répondre à une stimulation, à ce moment-là, somatosensorielle. Alors, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, si j'y arrive, voilà une stimulation ici. Pendant le développement normal, on peut avoir une activation visuelle, mais très vite, au cours du développement, on a uniquement à la naissance une réponse à une stimulation d'une vibrise qui va donner une petite stimulation associée au futur, à la région future où se formera le tonneau ou le barrel associé à cette vibrise. Et dans un contexte de privation visuelle, à ce moment-là, l'aire visuelle répond de manière très efficace à cette stimulation sensorielle. Et on retrouve ça également à la naissance, où on a donc véritablement une plasticité cross-modale. Alors à quoi est-ce que cette activation est due? On sait que tout ça peut venir de la périphérie, et donc ce que les chercheurs ont essayé de regarder, c'était finalement, est-ce que cette activation était liée ou non à on va dire, à l'activité de certaines vagues rétiniennes. C'est-à-dire, est-ce que l'activité périphérique normalement spontanée et présente dans la rétine est une activité qui empêche la région visuelle de se mettre à répondre à une stimulation croisée somatosensorielle. Et effectivement, ce qui est possible de faire, c'est de manipuler les différentes vagues, parce que les différentes vagues rétiniennes vont être organisées par différents neurotransmetteurs, ou alors des jonctions serrées, ou ici une activité cholinergique. Ce qu'on a vu, c'est que la ségrégation des neurones, des axones provenant d'un œil ou de l'autre était liée à ce deuxième type de vague. Et en essayant de moduler soit les jonctions serrées qui sont importantes pour les premières vagues, soit les jonctions, ici l'activité cholinergique pour la deuxième vague, ce qui a été observé, c'est que dans un contexte normal, on a toujours activation-réponse de ce champ vibris. Et dans un contexte où on bloque cette fois-ci les premières vagues rétiniennes, les yeux sont encore là, mais on bloque spécifiquement les vagues associées à cette première étape, à ce moment-là, on a, en réponse à une stimulation d'une vibris, on a activation dans le cortex visuel. Donc les vagues rétiniennes précoces empêchent les régions visuelles de transitoirement répondre à un stimulus somatosensoriel. Donc on a des phases très précoces où les régions, les aires corticales ne sont pas uniquement, on va dire, ne sont pas capables de répondre uniquement à une modalité, vont avoir une phase transitoire de réponse multimodale, et l'activité spontanée dans ce contexte-là de la rétine semble important pour spécifier et organiser la perte de cette réponse multimodale. Et c'est très spécifique de cette première série, cette première phase de vague, puisque quand on s'intéresse aux vagues un peu plus tardives, on n'a absolument aucun effet. Alors par où ça passe sur un plan mécanistique? C'est très compliqué et ce n'est pas encore très clair, donc je ne vais pas trop vous en parler. Mais la vraie question, c'est de savoir finalement, est-ce que de recevoir une activité visuelle ou auditive ou somatosensorielle dans une aire, est-ce que c'est finalement extrêmement important pour forger les propriétés de cette aire? On peut se demander, est-ce que le fait que transitoirement le cortex visuel reçoive une information somatosensorielle, est-ce que ça peut induire des modifications? Et en fait, pour essayer de répondre à ces questions, est-ce que la modalité ou la nature des informations qui arrivent dans une aire peuvent influer sur ces propriétés? Il y a différents modèles qui ont été utilisés. Je vais juste vous en présenter un. Donc ça, c'est le furet, c'est un animal qui se développe très tardivement.
Et donc, dans un contexte normal, on a le cortex auditif ici avec les connexions horizontales, le cortex visuel avec les connexions horizontales, et ici, la carte d'orientation qu'on peut avoir dans le cortex visuel. Et donc, ce qui est possible de faire chez le furet, c'est de moduler ou de modifier toute la voie auditive. Donc, on a à ce moment-là des furets qui n'ont plus la capacité d'avoir une information auditive qui arrive au cortex auditif, mais, et on ne sait pas exactement comment, dans ce contexte-là, les axones de la rétine sont capables de se connecter sur le thalamus auditif, qui lui connecte normalement le cortex auditif, puisque je vous ai dit que chaque tronçon se construit de manière un peu indépendante. Et donc, on a une voie complètement normale ici, entre le thalamus et le cortex, mais les informations qui rentrent dans cette voie ne sont plus les mêmes. Cette fois-ci, elles sont visuelles, alors que là, elles étaient auditives. Et dans ce genre de contexte, on peut voir que l'information ou la nature de l'information est peut-être le patron ou le pattern d'information en vague ou en patchwork, ou qui est structuré de manière très différente, va être capable d'induire des propriétés, on va dire, intermédiaires entre ce qu'on a normalement dans le cortex auditif et dans le cortex visuel. On va retrouver de manière très déformée, mais une carte d'orientation, et des connexions horizontales qui ressemblent plus à celles qui sont normalement observées dans le cortex visuel. Donc on a très clairement, en fonction du patron d'activité qui arrive dans ces différentes aires et dans ces différentes régions, une influence qui peut être très différente et qui va pouvoir forger, moduler, changer la manière dont les circuits se construisent. Donc pour résumer, on était parti initialement dans la voie uniquement binoculaire, une activité spontanée des vagues rétiniennes et des vagues thalamiques qui permettait de vraiment structurer, séparer les axones au sein de cette voie et organiser les colonnes de dominance oculaire. Et puis en fait, ce qui ressort quand on commence à regarder de plus en plus tôt, c'est qu'on a des activités croisées, on a une influence de l'activité spontanée précoce qui va être capable de passer d'une modalité à l'autre. Les vagues rétiniennes peuvent influer sur la taille d'une aire corticale d'une modalité adjacente, et ça peut potentiellement passer au niveau du thalamus. Mais on a également un dialogue entre des activités périphériques, et ça passe probablement par une autre structure dont je ne vous ai pas parlé, qui est le colliculus supérieur, mais une autre structure, et ça pourrait passer aussi par le thalamus, et qui va permettre de spécifier ou de limiter la réponse multimodale de certaines régions, comme les régions visuelles, à un stimulus somatosensoriel. Donc si on veut essayer de remettre ça dans un contexte, on va dire, un tout petit peu plus large, alors ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. On a une activité vraiment très précoce, des vagues thalamiques, de l'activité périphérique, qui va commencer à organiser ou à structurer l'activité, et puis qui va permettre l'émergence de ces structures. Et on a une période critique particulière, une réorganisation des neurones, et puis cette activité continue, mais on a un changement radical dans la deuxième semaine postnatale, où cette activité spontanée, corrélée en patch, devient éparse et décorrélée. Ah ben voilà. Voilà. Et cette phase correspond finalement avec, un peu plus tard, le développement d'une activité tactile exploratoire où l'animal se met à faire bouger ses vibrisses et interagit avec l'environnement. Dans le contexte visuel, on a finalement des choses très similaires, bien que décalées dans le temps. On a toujours des vagues corrélées qui ne sont pas liées à l'activité visuelle, on va dire, évoquée, parce que les yeux sont fermés jusqu'à peu près P12. Et cette fois-ci, on a des vagues. Et ces différentes vagues vont être importantes pour séparer ou pour ségréger les axones, notamment au niveau des voies entre la rétine et le thalamus. Et c'est très différent. Là encore, on a, pendant cette deuxième semaine postnatale, un changement radical d'activité spontanée.
Et on a beaucoup plus tard une réponse à l'activité évoquée avec les colonnes de dominance oculaire. Ce dont on se rend compte, c'est qu'on a des activités extrêmement précoces dans le cortex, spontanées, qui viennent de la périphérie, qui viennent des vagues thalamiques et qui viennent du cortex, et qui ont l'air de pouvoir influer sur la taille des aires, la modalité des différentes aires, la construction même des différentes aires et l'organisation en fait des différents noyaux, des différentes aires corticales et des représentations au sein de ces aires. On a un effet sur la taille des aires, sur l'unimodalité et sur les cartes vraiment corporelles, l'agrégation des axones pour former des barrelles et pour réorganiser les différents neurones. Alors là, je voudrais juste revenir sur un paramètre particulier. Ce qu'on voit, c'est que finalement, dès des phases très précoces, on a une capacité d'adaptation des structures corticales, aussi bien des aires, de la taille des aires, de leur capacité à répondre uniquement à une modalité et à la construction physique ou au remodelage physique de ces différentes cartes qui constituent une phase d'adaptation finalement au corps, aux organes périphériques. Et ça, cette phase, elle est vraiment radicalement différente de la phase plus tardive, associée aux colonnes de dominance oculaire, où vraiment, là, ce qu'on va avoir, c'est une adaptation à l'environnement, à l'expérience de l'animal en confrontation à l'environnement externe et aux stimuli sensoriels particuliers. Je voudrais juste revenir sur une particularité, c'est comment est-ce qu'on a pu tester que cette activité spontanée avait de l'effet. C'était à chaque fois en faisant de la privation sensorielle d'une modalité particulière, en modulant des phases, des vagues d'activité rétinienne, etc. Et donc, ce qu'on observe à chaque fois, c'est un effet sur une autre modalité ou sur d'autres représentations, etc. Donc, en fait, une vraie question qui n'est pas encore résolue, c'est est-ce que vraiment l'activité contribue à la construction? Alors oui, pour la construction anatomique des barrelles, la réorganisation des neurones, les dendrites, etc., mais à ces phases beaucoup plus précoces, est-ce que ça participe à la construction ou est-ce que c'est un processus associé à la construction des circuits et qui permet une neuroplasticité, une phase d'adaptation dans un contexte où la périphérie peut être modifiée. En d'autres termes, si tout se passait normalement et si on était capable de se débarrasser de cette activité spontanée, est-ce qu'il y aurait un effet sur la construction ou pas? Peut-être pas. Mais dans le contexte de développement, c'est un processus qui va permettre d'adapter dès des phases très précoces, on va dire les cartes, les relais et la différente organisation aux statistiques du corps, à la présence, à l'amplification ou à la modification de certaines modalités. Sur un plan évolutif, on peut aussi se dire que dans un contexte où la périphérie peut évoluer, où les cartes peuvent évoluer, où une modalité va pouvoir être plus utilisée ou pas par un animal, etc., ce dialogue entre un processus de construction d'un circuit avec des programmes génétiques d'interaction et un processus d'activité spontanée qui peut être modulé par le corps, puis ensuite par l'environnement, en dialogue permanent entre ce programme génétique auto-construit et qui inclut une activité particulière, va permettre une véritable adaptation et une véritable adaptabilité du système. Je voudrais aussi souligner que dans tout ce que j'ai dit, j'ai vraiment bien séparé l'activité spontanée, l'activité évoquée. L'activité spontanée, c'est quelque chose qu'on observe, s'il ne se passe absolument rien. L'activité évoquée, si on fait un stimulus sensoriel, on voit une réponse. L'activité précoce dans le système somatosensoriel, elle est spontanée, on la voit, etc. Mais si on stimule et si on agit ou on appuie sur une vibrisse,
comme je vous ai montré, même avant la capacité de répondre, on a une réponse dans le cortex. Les voix sont assemblées. Et en fait, on a véritablement un continuum entre l'activité spontanée et l'activité évoquée. On va avoir, par exemple, quand on a des mouvements spontanés et que l'embryon va à ce moment-là pouvoir, on va dire, stimuler ou modifier, par exemple, les vibrisses, on va pouvoir avoir également, en plus de l'activité spontanée, une activité évoquée. Et dans le contexte du développement du fœtus humain, c'est particulièrement flagrant. On peut avoir des twitch moteurs, dont on a parlé la semaine dernière, des décharges myocloniques qui sont complètement spontanées, qui vont permettre de câbler le système sensorimoteur, comme on l'a vu, au milieu de mouvements complexes, volontaires, qui sont cette fois-ci et qui vont générer des mouvements évoqués. Dans le contexte, par exemple, des vagues rétiniennes, c'est juste pour vous donner un exemple, on sait maintenant qu'avant l'ouverture des yeux, les rétines sont capables de répondre à la lumière. Donc, ce n'est pas un stimulus paterné, c'est la présence de lumière ou pas. Et on sait que les vagues rétiniennes, ce qui a été montré, c'est que les vagues rétiniennes peuvent être modifiées, le patron d'activation des vagues peut être modifié par la présence ou non de la lumière. Donc là, est-ce qu'on est dans un contexte d'activité spontanée ou évoquée? On est dans un contexte d'activité spontanée qui peut être modifié par un stimulus sensoriel. Donc en fait, si on revient sur ce schéma, encore une fois qui a l'air compliqué mais qui ne l'est pas, on a vraiment finalement différentes vagues d'activité qui vont principalement tôt permettre d'adapter les cartes corticales et les cartes sensorielles à la périphérie et au corps et à des modifications sensorielles particulières. Une phase qui va vraiment reposer sur une activité spontanée mais qui transitionne vers de l'activité évoquée. Et on a beaucoup plus tard une activité tactile exploratoire ou une activité visuelle ici qui va être associée à la plasticité. Donc en fait, au lieu de réfléchir en termes d'inné et d'acquis, d'activité spontanée et d'activité évoquée, ce qui est peut-être beaucoup plus intéressant, c'est de raisonner en termes d'activité spontanée et évoquée passive par rapport à une activité qui est associée à une exploration active de l'environnement ou une confrontation avec l'environnement. Ici, quand l'animal commence à faire bouger ses vibrisses, ici, quand il ouvre les yeux et qu'il commence à répondre à l'environnement. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'en fait, au-delà de ces modifications, on a des transitions qu'on retrouve dans différentes modalités et qui ont l'air de n'avoir finalement pas grand-chose à voir avec le fait que les yeux soient ouverts plus tard ou que l'activité soit modifiée. Notamment, on a, pendant la deuxième semaine postnatale, une vraie, on va dire, dérégulation, diminution de cette activité spontanée dans les circuits corticaux qui correspond à un remodelage des circuits et un changement d'activité. Et on a ici aussi différentes phases, très clairement. Et ce qu'on verra la semaine prochaine, c'est qu'en fait, ces différentes phases correspondent à des phases d'assemblage des circuits qui sont, on va dire, en lien avec l'arrivée de différents types d'axones, le remodelage de certaines projections comme ces fameux axones transitoires de la sous-plaque, l'intégration de neurones qui vont commencer à venir dans les circuits qui vont être des neurones inhibiteurs et qui vont permettre de réorganiser toute cette connectivité. Donc vraiment une phase de construction qui, de manière successive, va permettre d'incorporer différentes phases d'activité spontanées et qui vont devenir de plus en plus évoquées en lien avec la construction des circuits. Donc pour revenir vraiment à cette construction, j'espère que je vous ai convaincu qu'on a vraiment une importance d'une activité très précoce qui va permettre de non seulement contribuer à la construction des circuits, au raffinement des circuits, mais ouvrir vers une fenêtre de plasticité qui permet de complètement adapter les cartes corticales, les cartes sensorielles au corps avant la confrontation à l'environnement et qui permet également
finalement de construire étape par étape des cartes, des représentations sensorielles avec différentes séquences développementales sur lesquelles on reviendra la semaine prochaine en regardant les différents types de circuits et les différentes signatures. Voilà, j'espère que ça a été. On a plongé un peu plus dans le vif du sujet pendant ce deuxième cours et on verra comment tout ça s'organise avec les neurones corticaux dans les cours 3 et 4. Je vous remercie.